J'ai été violé par mon coach de football 2 nuits en avril 1980. Il faisait tout pour se retrouver seul avec moi. Il disait à mes parents qu'il devait m'embarquer pour des entraînements supplémentaires. Je ne l'ai jamais divulgué pendant 18 ans. Ces anciens joueurs de football professionnels ont mis des années à briser le silence, à raconter ce qui leur était arrivé enfant ou adolescent. Un chemin particulièrement difficile. Tout ce que je veux, c'est devenir un footballeur et jouer pour l'équipe que j'adore. Qu'est-ce qui se passe si je parle? Est-ce que je vais perdre mon rêve? La première chose qu'un coach fait, c'est de te laisser croire qu'il a ta carrière entre ses mains. Donc, il peut te manipuler aussi facilement qu'il le veut. Il y a un an, ces victimes ont créé une association. Au cours de dîners de charité, elles soulèvent des fonds pour financer des opérations de prévention sur les abus sexuels dans le sport. Car il y a urgence. En novembre 2016, une affaire de pédophilie secoue le foot anglais. Dans 300 clubs du Royaume-Uni, plus de 200 entraîneurs sont suspectés d'abus sexuels. Près de 2000 victimes déposent plainte. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 30 ans pour que l'affaire éclate au grand jour? Quel a été le rôle des clubs et de la fédération de football dans ce silence coupable? Banlieue de Londres. Gary Johnson est un ancien joueur professionnel de Chelsea, devenu chauffeur de taxi. Il a été violé par son entraîneur dans les années 70. En 2015, il contacte le club pour lui demander des comptes. Mais Chelsea préfère étouffer l'affaire et lui fait signer un document confidentiel, 50 000 livres, en échange de son silence. C'était comme « S'il te plaît, va-t'en, va-t'en, ne fais pas de vagues, on va s'arranger ». Probablement l'une des raisons pour lesquelles ils m'ont demandé de me taire, c'est qu'ils n'ont pas réalisé à quel point la situation était énorme. Je pense qu'ils n'ont pas cru à mon histoire. Et puis je pense qu'ils voulaient vraiment protéger le club et la marque. Chelsea préfère couvrir un crime plutôt que de voir sa réputation entachée. Vainqueur de 6 championnats d'Angleterre et d'une Ligue des Champions, il est le 8e club le plus riche au monde. Aujourd'hui, Gary Johnson constate avec amertume la toute-puissance de ces grands noms du football. Les gens impliqués peuvent être envoyés en prison. Et ceux qui ont souffert devraient recevoir des compensations. Et les clubs ? Les clubs, ils vont survivre. Le football survit toujours. Quel que soit le scandale dans le football survit toujours. Au Royaume-Uni, aucune loi ne permet de sanctionner un club qui cacherait des abus. Et aujourd'hui, parmi les 2,3 millions de licenciés que compte le pays, viols et attouchements perdurent. L'avocat Dino Nocivelli défend certains des joueurs qui ont porté plainte. Le fait est que les agressions continuent aujourd'hui. On le sait par la police. Et on sait que les victimes ont eu besoin d'une longue période pour se sentir capables de parler. Si vous avez été agressé dans les années 2000, il faut en général 20, 25, 30 ans pour le dénoncer. Face à l'ampleur du scandale, le gouvernement ne pouvait pas rester inactif. La ministre des Sports s'est engagée en novembre dernier à promulguer une loi pour lutter contre la pédophilie au sein des clubs. Un minimum indispensable pour Damian Collins, député et président de la commission des sports. Pour les professeurs, c'est illégal d'avoir une relation avec n'importe quel étudiant qui a 18 ans ou moins. On va changer la loi et l'adapter pour qu'elle s'applique aussi aux coachs sportifs. Je pense que c'est quelque chose d'anormal que les coachs ne soient pas inclus. Je crois que c'est essentiel que ça se fasse, parce que ce type de contact est inapproprié. Un coach a une relation de pouvoir et de responsabilité sur les jeunes personnes. Élever la majorité sexuelle de 16 à 18 ans en milieu sportif ? Une mesure insuffisante, selon Tom Perry, victime lui aussi d'un professeur de rugby quand il était enfant. Il veut encourager les dénonciations et protéger les témoins qui osent parler. Qu'est-ce que j'ai vu? Un enfant se faire agresser? Non. J'ai vu quelqu'un autour des bâtiments et des terrains. 3 fois.
avec des enfants grands comme ça, et entrer 15 minutes peut-être. C'est tout. Qu'est-ce que je dénonce? Juste ça. Tout est possible. Je pourrais avoir tort. Le poids est entièrement sur mes épaules. Il n'y a pas de protection légale pour moi. Aucune. Je vais aller raconter ça aux responsables de la protection du club et je vais dénoncer le gentil Gérard qui travaille dans le club depuis 25 ans, alors que moi je suis là depuis 8 semaines. Qui va être cru? C'est très compliqué. Tom Perry milite depuis des années pour l'instauration d'une nouvelle loi qui se rapprocherait de celle de la protection des lanceurs d'alerte. C'est aussi le combat de l'avocat Dino Nocivelli. Le risque est toujours du côté des enfants. Le club peut juste décider de virer l'individu. Ils n'ont pas besoin de le dénoncer à la police. Et malheureusement, ça veut dire que ces hommes peuvent aller dans d'autres clubs et agresser plus d'enfants. Et ils vont dans d'autres clubs, et ça continue. Je pense que les clubs devraient faire beaucoup plus. Alors la Fédération anglaise de football, qui regroupe les 42 000 clubs du pays, a-t-elle fermé les yeux pendant toutes ces années? Après le scandale, elle a multiplié les déclarations. Selon elle, ces agressions sexuelles sont de vieilles affaires. Elle prétend que depuis, les règles ont évolué. À cette époque-là, la société était très différente. La fédération a vraiment pris au sérieux la question de la protection des enfants depuis la fin des années 90. Dans notre charte, des règles exigent la présence de responsables de la protection dans les clubs. Aujourd'hui, en théorie, les casiers judiciaires des coachs sont vérifiés. Des agents chargés de la protection des enfants sont engagés par les clubs et chaque entraînement requiert la présence de 2 adultes. Des mesures à relativiser, selon ce journaliste du Guardian. C'est très difficile de réguler et d'être sûr que ça se passe comme prévu. Il y a tellement de sessions d'entraînement chaque week-end. Et puis, vous savez, c'est dur de trouver des gens volontaires pour encadrer les jeunes. Certains clubs ont assez d'argent pour avoir 2 coachs. Mais c'est plus compliqué dans ceux qui ont moins de budget, qui ont moins de personnel. C'est dans ce genre de contexte qu'il y a plus d'ouverture pour les abus. Les mesures prises par la Fédération anglaise de football datent principalement des années 2000. Rien de nouveau n'a été mis en place depuis le scandale, si ce n'est l'ouverture d'une enquête interne. Elle promet d'examiner les agissements de chaque club, mais dévoilera-t-elle vraiment tous les abus commis par ses membres, au risque de voir sa propre image altérée? Selon le parlementaire Damian Collins, il faudra rester vigilant face à la fédération. Il faudra faire attention quand le rapport sortira. Il faudra vraiment regarder les règles d'aujourd'hui et se demander si on est sûr qu'elles sont assez utiles et quelles sont les choses que l'on peut faire pour les consolider. La publication de l'enquête interne de la fédération est prévue pour avril 2018. Et au Royaume-Uni, seuls quelques clubs affrontent le problème. Rochdale, au nord-ouest de l'Angleterre. Pour 280 € par an, les dirigeants ont installé en novembre 2017 une application sur tous les téléphones portables de leurs joueurs. Une application qui a déjà fait ses preuves dans les milieux scolaires. Les joueurs peuvent dénoncer anonymement tout abus au sein du club. Je pense que cette application va encore plus les aider, parce que leur anonymat est conservé. Avec ça, les joueurs seront rassurés, car ils ne parlent pas quand ils ne se sentent pas protégés. Avec cette application, ils vont oser parler sans peur. Seul bémol, les plaintes des joueurs sont reçues par le directeur du club, libre de prévenir ou non la police, selon son bon vouloir. En 2018, plusieurs procès de coachs sportifs accusés d'abus sexuels vont s'ouvrir. Un pas de plus, peut-être, vers la fin de l'omerta.